De retour donc après ce souvenir ABC Moulin qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On va entrer dans notre sujet du jour. Plusieurs fois on a déjà ramené ce débat sur la vie en zone rurale par ici et on peut retenir cette, cette vision de Mrs. Marie-Christelle ou celle de Mr. The Voice où ils ont dit qu'il faisait bon de vivre en zone rurale, ce qui est acceptable par tous. Mais ce matin, on veut bien savoir si, à partir d'une zone rurale, on peut quitter de rien jusqu'à arriver à quelque chose. Quand on parle là de quitter de rien jusqu'à arriver à quelque chose, c'est pas être petit, fermier, jusqu'à arriver à un grand plateau. Non, en fait, on parle là de richesse. Est-ce que au village, est-ce qu'en zone rurale, une personne qui vit de ce côté peut se lever un jour et dire bah, étant dans cette zone, j'ai mes activités dans cette zone, j'ai tout fait dans cette zone, j'ai fréquenté là-bas, je suis sorti, je suis devenu un homme riche. Donc, est-il possible de mener une existence sereine en l'absence de quoi? Non, peut-on prétendre à la richesse tout en vivant et en poursuivant ses activités dans une zone rurale? Mrs. Marie-Christelle. Ben, on dit que quoi? Maintenant, tu vois un Gorlikor là. Est-ce que si tu quittes Yaoundé maintenant, tu peux rester en Gorlikor? Tu peux rester en Gorlikor, ouvrir un business là-bas, te faire de l'argent et te qualifier de personnes riches. Actuellement, on est en train de dire que l'agriculture, c'est l'or vert, que c'est l'avenir, qu'il faudrait même que tout le monde se retourne maintenant vers l'agriculture. Voilà, donc ça veut dire qu'en termes de richesse, je peux même dire que ce sont peut-être les personnes qui font dans l'agriculture qui sont les personnes les plus riches, parce que nourrir une nation, peut-être même 2, 3, mais tellement d'argent. On voit souvent certaines périodes là des camions de plantains passer, on nous dit là c'est en train de partir au Gabon, c'est en train de partir à tel endroit, mais écoutez, les personnes qui ont ces champs là, ce ne sont pas des personnes qui passent à la télé entre 10h et 12h et qui se demandent comment ils vont peut-être gérer, je ne sais pas moi, le repas du soir. Et ce sont des personnes vraiment déjà bien assises. Et ça ne font pas dans l'agriculture de bas étage. Oui, c'est-à-dire je mets un manioc pour pouvoir manger demain. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle vraiment d'agriculture, c'est sur ce grand plan-là où on a des hectares de terrain, où on sait qu'il y a un pays qui mange grâce à notre travail. Vraiment, ce n'est même pas à discuter. On va être quelqu'un de très riche. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui produisent le cacao sont les personnes les plus heureuses au Cameroun parce qu'il m'est revenu que le coût du kilo de cacao est monté à 4000 francs CFA, alors qu'en Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, il est à 1000 francs. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, ceux qui produisent le cacao sont des personnes riches et ceux de la Côte d'Ivoire ne comprennent pas comment eux qui sont le premier producteur. Plus le prix voilà. Diminue. Et donc, parce qu'il y a plusieurs offres, mais dans un pays où l'offre est restreinte. Justement, donc ils sont très contents maintenant et je pense aussi que bientôt ça va aussi arriver à ceux qui produisent de l'huile de palme parce qu'à un moment le coût du transport et on ne trouve plus les gars pour presser ou alors quand tu as fait venir tes tuiles d'huile en ville on ne te ramène pas toujours ce qui est parce que les prix ne sont pas homologués. Bref, c'est bizarre, mais dès que vous faites dans ces produits là à la grande échelle, certainement que vous allez trouver votre compte. Donc moi je pense que il serait bon pour moi de me tourner vers un monsieur polygame, moi troisième épouse, et voir comment gérer sa bananerie. Je serais quelqu'un de vraiment béni. Mais oui. Mais bon, oui, ce sont des riches. Mais maintenant, dans cette zone-là, à part l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas un autre couloir dans lequel on peut mettre l'argent et sortir? Parce que c'est vrai, le couloir que tu as pris côté agriculture, c'est une personne qui vit dans une zone rurale, qui investit dans l'agriculture, forcément c'est la richesse assurée. Et à un certain niveau, c'est comme tout business. À un niveau, on ne va plus parler de petites richesses ou grandes richesses, la personne sera sauvagement riche. Mais maintenant, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres activités qu'une personne peut rester dans une zone rurale, faire et prétendre être riche? En zone rurale, c'est assez compliqué parce que les mentalités ne sont pas pareilles. Parce que les accès aussi, je vais le dire comme ça, ne sont pas pareils. C'est-à-dire que nous, ici en ville, on a une connexion Internet qui est facile, on a la ligne téléphonique qui est facile, alors qu'en zone rurale, on compte des villages où tu vas aller et tu trouves par exemple qu'un réseau de communication passe. Généralement, quand vous partez, c'est seulement pour vous reposer. Les téléphones sont à plat, ils sont éteints, il n'y a pas de réseau. Donc, quel est le business que toi, tu vas mettre sur pied alors que tu
n'a pas ces services-là. Tu vas décider de faire un call box. Chaque fois que tu auras un client, tu vas lui dire que monte sur la tombe de Paypal là, parce que quand on monte là-bas, c'est là qu'il y a le réseau. Ça ne passe pas trop. Après, celui-là n'a pas aussi trop le temps de te donner l'argent pour ton call box, parce qu'il se dit que il a encore la mentalité de la lettre, en se disant que je vais écrire et la prochaine voiture qui va passer là pour Yaoundé, je vais remettre au chauffeur pour qu'il donne à telle personne. Donc pour lui, ce serait exagéré d'enlever 100 francs, te donner pour qu'il passe un coup de fil, ça ne va pas marcher. Quelle autre activité? Tous les jeunes veulent revenir en ville. Donc, moi, au lieu que mon exode veuille que je monte vers la ville, quand je vois mes cousins venir en congé, elles ont des jupes, elles ont des perruques. Moi, on me demande de rester au village pour créer une activité, alors que non, les rêves sont aussi différents. C'est-à-dire que nous sommes à Yaoundé, on se dit, voilà, c'est le Canada maintenant, on va là-bas, on fonce. C'est pareil pour l'autre qui est en Goglikok. Son objectif d'abord, c'est arriver à Yaoundé, au moins au bas là, c'est-à-dire quelque part où de temps en temps, tu entends même le son de Afrobeat passer. Parce que d'abord, de l'autre côté, pour que ça arrive, c'est dangereux. Voilà. Donc, créer une autre activité en dehors de l'agriculture, dans une zone rurale, c'est être, je ne sais pas, avoir les rêves à la Martin Luther King. C'est-à-dire, tu as dormi et tu t'es... Oui. Et puis un jour, avec ta foi, peut-être tu réussis à faire un truc de bizarre. Mais je vais te dire que pour ces personnes qui ont ces rêves-là, ce sont des personnes qui sont arrivées en ville, qui ont fait une étude de faisabilité et qui retournent comprendre que c'est possible. Mais sortant de là, tout ce qu'ils ont dans la tête pour le moment, c'est l'agriculture. Et c'est pour cela qu'ils font de temps en temps, pour montrer qu'ils sont ambitieux, des trucs comme le marché du vendredi, où c'est ce jour-là que les gars de la ville viennent avec la friperie, où tu vois, là, où on peut avoir du poisson maquereau frais en dehors des tilapias qu'on pêche dans les lacs, où on peut avoir, je sais pas moi quoi, la tomate, du cube, parce que là-bas, on ne voit carrément pas ça. Donc, il faut organiser des activités comme ça, comme des foires, pour leur permettre. Mais vous le faites pendant combien de temps, à quelle période et combien de personnes y participent? Il n'y a que pour le moment l'agriculture. D'accord. Merci à toi, Mrs. Marie-Christelle Batella. Bon, en tout cas, après ce que tu as dit, j'ai une toute petite question que je ramène tout à l'heure. On va donc se tourner vers Mister Le Voice pour prendre à lui son point de vue. En tant que bon Mujumba, est-ce qu'en étant un Mujumbaï, tu peux, jusqu'à aspirer à être riche? Vraiment, Peter, moi je vais dire que c'est faisable, tu vois. C'est faisable dans le contexte où tu as les terres, comme Marie-Christelle est en train de dire. C'est pas seulement dans le cacao, ça peut être les plantains, ça peut être le manioc, ça peut être les tomates, ça peut être, je sais pas trop, les aliments quoi. On a un monsieur qui est dans le gouvernement ici, que sa plus grande activité que je connais, bon, c'est à l'ouest, tu vois. Il produit des tomates et les pastèques. Tu vois qu'avec ça, il s'en sort franchement et bien. Donc, du coup, il n'y a pas un endroit où on peut se faire de la richesse. Il suffit juste d'avoir les outils. Tu vois, il suffit juste d'avoir les outils et les moyens pour commencer d'abord. Parce que la base, c'est de commencer. Pour moi, il n'y a pas de limite à une zone pour se faire de l'argent. Il n'y a pas. Donc, moi, je pense que même au fait fond du pôle Nord, là où il y a la neige, si tu trouves une activité rentable avec de la neige, tu peux te faire de l'argent. D'accord. Mais le truc, c'est qu'ici, on ne se limite pas à juste faire de l'argent. On parle à devenir riche. Quand on parle de devenir riche, c'est être financièrement hautement placé. Maintenant, dire que de n'importe quel côté du globe, on peut accéder à ça. Est-ce que tu vas donc nous dire que les mêmes difficultés qu'on rencontre en ville et les mêmes facilités qu'on rencontre en ville sont les mêmes facilités qu'on peut rencontrer et les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer dans les zones rurales? Justement, c'est pour ça que je dis quand il y a des moyens. Et les outils, j'ai bien parlé des moyens et outils. D'accord. Tu vois, pour toi, la difficulté que tu vas avoir peut-être pour acheter une pelle, là, tu n'as pas les moyens. Mais quand tu as les moyens pour acheter une pelle, ça, c'est un petit problème léger pour toi. C'est pour ça que j'insiste sur quand il y a les moyens et les outils. Ce sont les outils qui vont te permettre d'accomplir ce que tu veux. Donc, si tu es au village et que on peut te livrer l'engrais facilement, tu vas devenir riche. C'est ça.
D'accord. Donc, on va revenir sur Mrs. Marie-Christelle pour savoir. Tout à l'heure, tu parlais d'un tour en ville qui forcément va te permettre de revenir en zone rurale et avoir cette vision à la Martin Luther King. Mais maintenant, est-ce qu'on va se dire alors qu'un passage en ville est obligatoire pour une réussite en zone rurale? Un passage en ville. En zone urbaine, oui, obligatoire. Celui qui se lance dans l'agriculture à grande échelle, il ne le fait pas pour rien. Il a compris les besoins de la ville et il s'est retourné dans son village pour pouvoir pallier à ces besoins-là. Donc forcément, il est venu et il s'est rendu compte que dans telle zone, ils n'ont pas accès aux plantains. Alors que moi, j'ai des terrains ici, je vais plutôt faire des plantains et commencer à vendre de ce côté. C'est-à-dire, il sait déjà que les gens sont dans le besoin. Et c'est à partir de ce besoin-là qu'il commence à produire. Nous, on donne la nourriture, je crois, on donnait aussi en Guinée équatoriale, on donne au Gabon. C'est parce qu'on a compris qu'ils n'ont pas de terres qui leur permettent d'avoir ces aliments-là. Et nous, comme on a ces aliments, on utilise nos terres pour leur donner. Moi, je pense que c'est pareil. Parce qu'au village, tu vas, ceux qui font même seulement les champs pour manger dans leur ventre, ils ont des problèmes là-bas parce qu'il y en a qui volent même encore. Exactement. Il y en a qui volent. Tu vas tendre ton piège, tu viens trouver que le piège avait pris quelque chose, mais quelqu'un d'autre est venu prendre. Le manioc, on a déjà déterré. Le plantain, on a déjà fait ceci. Et toi, tu sais, mais tu continues de produire parce que de toutes les façons, ça nourrit quand même les gens au village. C'est pareil avec l'agriculture. Tu ne peux pas te lancer dans une agriculture à grande échelle pour ton village sans savoir quelle sera ta zone, quelle sera ta cible. Et pour ça, en réalité, tu n'as pas besoin de faire de trop grandes écoles. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner maintenant dans la gestion de tes finances. Tu as besoin de des gens qui vont t'accompagner pour labourer tes champs parce que ce sont des hectares. Tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin des gens qui vont t'accompagner dans, je ne sais pas moi, dans la qualité des produits que tu vas utiliser pour ton agriculture. Mais en fait, tu as déjà une cible qui est bien déterminée et tu as cette cible-là parce que tu as été sur le terrain et tu as constaté qu'il y a des manquements et que toi, les terrains que tu as chez toi et la terre que tu as chez toi peuvent te permettre de pallier à cette situation-là. Donc, en fonction de ce que tu dis, on va donc conclure ou bien essayer de comprendre encore le fait que les deux soient interliés. Parce que après, selon le schéma proposé par Mrs. Marie-Christelle, tu viens en étude du marché en ville, tu repars en fabrication au village et tu reviens en vente en ville. Ce qui te donne de l'argent pour te permettre de bien vivre au village. Dans ce tu sais exact. Ok. So for me, parce que ceux du village même n'achètent pas. Ceux qui sont tes potentiels cibles, ce sont ceux de la ville. Ceux de la ville. D'accord. So if you want to be rich, no, that's why I love what you explain because we're talking here of being rich. Et déjà même sur le sujet, la réponse est même déjà là. Parce que en zone rurale, the population you have over there cannot make you rich. It's the more you sell to more. C'est un peu comme, regardez par exemple ces personnes qu'on a comme milliardaires au Cameroun. Ils ne font pas que les services qu'on vend aux Camerounais. Tu entends que celui-là peut-être c'est produit qui produit, on va voir si ça en Guinée, on va voir ça au Gabon. En fait, il touche plusieurs sphères du marché économique. Pas juste une petite communauté. À partir d'une petite communauté, tu peux te faire de l'argent. On revient sur ce que la voix dit au départ. Tu peux te faire de l'argent, mais de l'argent qui te permet de vivre uniquement. Hein, mais après là, le jour. Voilà, après là, c'est plus pareil. Donc, Mr. The Voice, pour toi, à part l'agriculture soulevée par Mrs. Marie-Christelle, quelles sont d'autres activités où on peut veiller en ville, étudier le marché, ou retourner au village et implémenté, ou rester au village, avoir l'idée de ce marché et implémenter? Vraiment, Peter, moi, je vais t'éduquer. En dehors de l'agriculture, franchement, tu sais, déjà, au village, il y a une petite communauté, tu vois. Aller là-bas exercer une activité qui fonctionnait en ville, ça va être très différent, très dur de pouvoir jouir vraiment de ton investissement au village. Parce que moi, je pense qu'au village, la facilité qu'on a là-bas, c'est les vastes terres, tu vois. On peut utiliser facilement. Par exemple, si tu prends peut-être un business d'une fois ici, et que tu pars faire ça au village, tu n'auras pas le résultat que tu attendais. Parce que tu vas rechercher, tu vas te retrouver dans un village, il y a 50 habitants et sur 50, 10 viendront à la fois. Franchement, tu n'auras pas le résultat vraiment recherché. Ce que moi, comme business,
tu fais au village pour venir vendre en ville, comme Marie-Christelle dit. Ça, c'est l'idéal, c'est vraiment ce qu'il y a de dans tous les domaines, quoi. Dans tous les domaines, parce qu'il faut, c'est pas aller prendre en ville pour venir faire au village. Franchement, tu n'auras pas vraiment le résultat que tu recherches. L'idéal, ça serait de travailler au village et revenir vendre en ville. Venir vendre en peu importe l'activité. Ouais. Ok. Bon, je vais dire I fall in yes with you, parce que on nous a promis l'émergence en 2035. Et moi, je vais tout simplement dire que en 2035, on va se rendre compte que ce sont des choses qui vont arriver naturellement. Parce que quand tu pars dans un pays comme celui que j'ai visité, les États-Unis, l'Amérique, précisément Washington DC, ou le Texas et d'autres États, tu te rends compte que quand tu arrives là-bas, il y a les grandes villes, un peu comme Yaoundé, où ces structures-là ont des sièges sociaux. C'est-à-dire direction générale, où tout le travail administratif se fait. Mais maintenant, le site de production, même où tu attends pour bas là, ça, que les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que, on revient sur l'avantage que tu as soulevé, on parle là de terre. Dans cette zone de bas là, ils peuvent avoir de la terre facilement. Et maintenant, le village devient ce qu'on appelle la main d'œuvre. Ce qui fait en sorte que quelqu'un au village peut se faire de l'argent. Et les cadres maintenant qui travaillent dans ces usines, qui vont aller vivre dans cette zone, vont chercher aussi des maisons bien luxueuses. Et ça, on se comprend. Ça amène le développement. Merci honnêtement pour avoir dit ça, Mrs. Marie-Christelle et toi. Parce que si on fait ce lien entre zone urbaine et zone rurale, ça profite à tout le monde. La vraie clientèle, en habitant dans le schéma de Mrs. Marie-Christelle, se trouve en ville. Maintenant, comment dire, un coût de production moins se retrouve au village. Parce que là-bas, si tu veux ouvrir une usine, une grande usine, on ne parle pas là des trucs où on fait les vins frélatés derrière les chambres. Non, on parle d'une grande usine. À Yaoundé, de nos jours, si tu veux le faire, tu auras des problèmes. À Douala, par exemple, ils ont déjà barricadé toute la ville de Douala avec ça. Quand tu arrives, tu vas voir celui-ci, Nido, machin. Mais regarde, précisément, ils sont toujours à la sortie de la ville. Mais maintenant, vu que certains d'entre eux aussi se retrouvent au milieu de la ville, raison pour laquelle on traite Douala de capitale économique, où tout là-bas, c'est plus business. Il y a des capitales administratives. Mais dans les autres capitales, c'est pour que les gens se reposent, où les gens doivent vivre. Tu vois, tu pars à l'est, c'est pour aller faire quoi? C'est pas pour dormir. Tu dors. Tu vois, il faut un peu se comprendre dans ce contexte-là. Mais maintenant, pour développer ces zones, c'est l'interconnectivité. Moi, je suis chef de l'État. Moi, je l'ai dit, je vous ai dit qu'elle me prépare les âmes, mais pas en 2035, pas en 2025, dans le lointain, quand je serai l'âge de faire. Maintenant, je dis tout simplement que moi, en tant que président, pour faciliter ces choses-là, on impose à chaque structure qui a une usine de production, you guys come here, you guys go there. Je pense que même en économie, back in college, we used to do that, where selon le gouvernement ou selon la politique gouvernementale, parce que quand on dit selon le gouvernement, c'est un peu trop péjoratif, mais disons un peu selon la politique gouvernementale, on peut se dire que bon, à chaque fois qu'une usine veut ouvrir ou bien une entreprise veut ouvrir, on étudie d'abord le territoire camerounais pour voir dans quel couloir ça peut ramener plus de développement, ce qui empêche la concentration de toute la force d'un pays dans une zone bien précise. Et maintenant, les grands pays le font. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui ont, par exemple, la force nucléaire. C'est-à-dire que si tu as la force nucléaire et qu'on décide de frapper une ville, Washington, et que c'est à Washington que toi tu as tout, les banques, tout. Dès qu'on touche la ville, on t'a détruit. Donc c'est mieux d'envoyer un peu de partout. Dès qu'on entend qu'on a bombardé là-bas, on libère la ville à l'autre, on envoie. That is what we're doing. Ok? Bon, avant de poursuivre, on va prendre quelques réactions de nos amis, Mrs. Marie-Christelle. Alors, nos amis sont bel et bien là et on va d'abord prendre ce message. Bonjour à vous sur le plateau. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Inès Gabriel depuis Yaoundé et Kounou. Je suis très fan de votre émission. Bonjour Tata MC. I like the most is Ariel because it has a fantastic odor. We love Ariel too. Oui. We love Ariel Les gens aiment beaucoup Ariel. Le bon. Let's say the good one. Beaucoup Ariel. Bonjour morning show. Nice time guys. Enjoying the show from Saint-Marc. Bien merci. MC Sneezebo. Hey, j'ai les voisins qui me regardent. Hey, Vlad, je te dis que chance. Tu ne connais pas le nom de... Bonjour les Houches, Peter tout frais et MC toute séduisante. Merci, contente de vous voir ce matin. Pour moi, j'ai le gars de ma copine. On s'assoit bien. En même temps, sœur, car nous sommes dans la même chorale. Donc elle est ta copine et elle est même ta soeur parce que vous êtes dans la même chorale. Donc j'ai le gars de ma copine qui me fait les avances.
faut que je me retrouve. Et voilà. J'ai le gars de ma copine qui me fait les avances depuis. Le gars en question est même mon voisin. Maman, il est mon voisin de depuis. Attendez, je reprends. Parce que c'est beaucoup. Il y a les choses qui sont entre parenthèses. Ouais. Bonjour les rouges, Peter, tout frère, c'est toutes étudiantes, contente de vous voir ce matin. Pour moi, j'ai le gars de ma copine. Nous sommes dans la même chorale qui me fait des avances depuis. Le gars en question est même mon voisin de depuis. C'est-à-dire, depuis l'enfance, il m'a toujours fait des avances, même avant qu'il ne sorte avec elle, et je refusais. Il est allé draguer la fille en question. Ils ont fait 5 ans ensemble jusqu'à avoir une petite fille de 9 mois aujourd'hui. Mais malgré cela, il me drague toujours. Notez bien, j'ai tout fait pour l'éviter, mais nous sommes dans la même chorale et c'est mon voisin, donc impossible de l'éviter. Comme je le snobais depuis, le gars m'a fait un long message pour me dire comment je suis méprisante, que je snobe ses messages et me dit de ne plus parler à qui que ce soit au quartier ou à la chorale. Ma question est-il possible d'aimer 2 filles en même temps? Est-ce que c'est mieux pour moi de raconter tout cela à sa copine, qui est une sœur pour moi? Mais la connaissant, ils peuvent finir par s'arranger et me regarder comme la mauvaise personne. Est-ce que c'est mieux de raconter ceci à la présidente de la chorale? Parce que j'ai l'impression que les choses vont devenir difficiles pour moi à la chorale, puisque le gars en question est notre pianiste, notre maestro. Et en tant que chante, je me dois de travailler avec le pianiste. Mais le gars m'a dit de ne plus l'approcher, sinon il risque d'être désagréable. Je veux votre avis sur cette petite situation et désolé pour la longueur, je voulais juste que mon histoire soit claire. C'est très clair comme l'eau de roche. Pardon, on va dire à la présidente de la chorale, c'est mieux. Comme ça, vous quittez sur le problème là, ok? Vous avancez tranquillement. Moi, je pense même pas qu'il y ait un problème ici. Tu fais face à un gars, à un coureur de jupons. C'est-à-dire que tu es avec un gars, il a une fille avec une fille, il ne fait que chercher ici. C'est difficile. Dis-lui devant les gens que ne me cherche plus, ne m'appelle plus, je suis fatigué de t'aimer. Point final, tu lui fais honte devant la chorale, devant Sago, devant ta copine qui est une soeur. Et tout, toi, tu es réglé. Pourquoi vous réfléchissez souvent loin? On s'arrête là pour le moment. Tu me fais comme ça, je te fais avoir honte devant les gens. Alors, vu que vous aimez le gourmand, petite pause musicale, Marthe Ziawa, on va un peu souffrir, après on se retrouve. Let's have the vibe.